Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris, en Ile-de-France, nous conduira dans le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise. La contestation s'amplifie contre le projet en plein milieu des champs, projet d'Europa City au nord de la capitale. Les opposants et les partisans se réunissaient séparément. Roland Garros 2018, c'est parti. L'un des spectateurs assidus est le peintre Joël Blanc qui croquera les tennismen tout au long de ce tournoi. Nous l'avons rencontré. Le dessinateur Cabu, tragiquement disparu, est honoré à la Comédie Française dans une exposition intitulée « Vive les comédiens ». Il y exprime son amour du théâtre. La Maison de Molière tombe bien puisque c'est demain qu'aura lieu à la salle Pleyel la 30e cérémonie du même nom. Et c'est son président Jean-Marc Dumontet qui est l'invité de ce 19-20. Bonsoir Jean-Marc Dumontet. Merci d'être fidèle à France 3. Avec plaisir. Mais pour commencer cette histoire incroyable, celle d'un enfant suspendu au 4e étage à 20 mètres du sol dans un immeuble de la rue Max Dormoy dans le 18e arrondissement. Un jeune homme décide alors de grimper les étages pour le sauver. Un geste héroïque. Tanguy Karmarek. Le héros est anonyme, mais il est devenu en quelques heures une star grâce aux vidéos de son exploit. Selon des témoins, l'homme a surgi de sa voiture quand il a aperçu l'enfant suspendu dans le vide. Un main nue, il s'est alors attaqué à la façade de l'immeuble et de balcon en balcon a réussi à atteindre l'enfant de 4 ans et à le mettre hors de danger avec l'aide de voisins. Une prise de risque qui a tenu en haleine la rue Max Dormoy dans le 18e arrondissement. Je tremblais. J'arrêtais pas de prier, mon Dieu, faites qu'on le sauve. Et puis à un certain moment dans le couloir, j'étais en train de discuter justement avec le voisin. J'ai entendu un tonnerre d'applaudissements, des encouragements et tout. Je me suis dit, ça y est, il a été sauvé, je pense. Et là, je suis retournée à mon balcon et là, j'ai compris qu'il y avait un gars qui est monté, qui a escaladé les 5 étages pour pouvoir l'attraper. Ah bah j'avais les larmes aux yeux parce que moi je suis maman, donc automatiquement... Non, c'était choquant. Il y avait du monde partout. Ils ont applaudi. Mais grimper, franchement, il a du courage, ce monsieur-là. Grimper comme il a fait en prenant l'enfant à la fin et le mettre chez le voisin d'à côté. Parce qu'apparemment, il était enfermé chez lui tout seul. Le père a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour soustraction à une obligation parentale. Il se serait absenté pour faire des courses. Le héros, lui, est désormais surnommé le Spider-Man du 18e arrondissement. Depuis hier, la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. L'actualité, c'est aussi la fête des terres de Gonesse qui exprime son refus du projet d'Europa City dans le Val d'Oise entre Roissy et le Bourget. Au nord de Paris, ce sont des terres agricoles qui sont menacées par l'implantation d'un grand complexe commercial. Les partisans ont aussi fait entendre leur voix. Le point sur ce dossier avec Valentine Poncy et Emmanuel Hunzinger. Cette nouvelle fête des terres aurait pu sonner la victoire. C'était sans compter la décision de l'État de contester l'annulation de la création de la ZAC. Mais les opposants à Europa City n'ont rien perdu de leur esprit de résistance. C'est une zone à défendre. Ils ont peur que les zadistes arrivent. On n'est pas non plus dans le bocage nantais. Donc il faut que nous, on fasse preuve d'imagination. Il est temps de passer aux actes. Le maire de Gonesse n'est pas prêt de passer aux actes. On pense que le gouvernement a voulu donner un signe au maire de Gonesse qu'il ne l'abandonnait pas avec tout ce qu'il utilise comme difficultés sociales pour un projet qui ne réglera pas les difficultés sociales de sa commune. Au même moment, un parterre d'élus de tous bords assure qu'Europa City n'est pas mort. Il dénonce l'intégrisme écologique d'une minorité et rappelle que la préservation des terres fait partie du projet. 8800 hectares vont être conservés et vont être un peu sanctuarisés pendant au moins une trentaine d'années. Et on ne va pas grignoter au fur et à mesure les exploitations. C'est très bien pour l'avenir, c'est bon pour nos enfants, ils vont pouvoir trouver des emplois, mais pas seulement, c'est aussi bon d'avoir des loisirs différents, innovants, on parle de nouvelles expériences. Il faut que la banlieue prenne sa part. Et prendre sa part, ça veut dire avoir des projets attractifs. Le Grand Paris, ça ne peut pas être uniquement tout à Paris. Un Grand Paris qui ne répond pas aux exigences environnementales fixées par le gouvernement. Pour les opposants, l'agriculture urbaine serait la solution. Nous, on demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'arrêter ce projet inutile et coûteux, parce que ce n'est pas comme ça que nous devons vivre dans les prochaines années. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu écologique et de l'enjeu autour de l'agriculture. Et nous n'avons pas besoin d'avoir une piste de ski ici, c'est absolument absurde. En attendant les prochaines décisions, le projet est gelé. Mais la bataille judiciaire et politique ne fait que commencer.
Alors que le projet de loi de réforme ferroviaire arrive mardi au Sénat, une nouvelle séquence de grève à la SNCF commence demain. Sachez que 2 TGV sur 3 circuleront ainsi que 3 Transiliens sur 5. Pour plus de détails, il vous suffit de vous reporter à notre site internet idf.france3.fr. Moins de bruit dans la vallée de Chevreuse. Des élus des communes organisaient à Senlis dans les Yvelines un rassemblement contre les nuisances. Ils veulent sensibiliser les motards au respect des limitations de vitesse et leur demander de faire moins de bruit avec leur pot d'échappement. Reportage d'Aude Blaché avec Nicolas Métauer. La vallée de Chevreuse, un paradis pour les oiseaux, les vélos et les motos. Chaque week-end, c'est une toute petite portion en forêt 12 km qui attire tous les motards de la région. C'est assez rare de retrouver un enchaînement de autant de virages les uns après les autres. C'est un peu indescriptible, c'est quelque chose qui nous met dans un état où on est bien, on a envie de s'envoler. La côte des 17 tournants, une route mythique, mais nettement moins idyllique pour les voisins. Pourtant motard, cet habitant est excédé par le bruit des pots d'échappement et des excès de vitesse. Il y a des bons pics entre 9h et 11h du matin, à partir de 14h, et puis le retour à 18h. C'est beaucoup de motos et en soi c'est pas le problème, c'est juste quand ils vont trop vite qu'il y a un petit souci. Avec notre pic-mètre qui mesure le volume sonore, nous avons fait le test. Certaines motos dépassent largement les limites. Des motos sans chicane comme sur ceux de roue. Avec ou sans silencieux, la différence est bien perceptible. Un motard qui n'a pas mis sa chicane, c'est une amende, voilà, plus s'il n'a pas avec lui la chicane, l'immobilisation de son véhicule. Et pour les plus grands excès de vitesse qui sont commis, comme le cas qu'on a eu semaine dernière, c'est-à-dire 140 au lieu de 70, là effectivement c'est délictuel, donc on peut aller jusqu'à la saisie de la moto. Malgré des contrôles très fréquents, le changement n'est pas flagrant dans la vallée. Alors des élus de Chevreuse ont décidé de porter cette semaine une proposition de loi à l'Assemblée. L'une des pistes qui est envisagée, en plus de celle qui consiste à dire aux constructeurs désormais vous fixez les dispositifs de silencieux et vous rendez les véhicules moins bruyants, c'est évidemment de peut-être sanctionner un peu plus lourdement ces comportements de retrait de chicane qui à nouveau ont des conséquences en matière de santé publique qui sont indésirables. Certains ont déjà devancé un éventuel durcissement en passant à l'électrique, beaucoup moins bruyant. Et puisque l'on parle d'environnement, c'est aussi la fête de la nature. Chaque année au mois de mai, elle est célébrée dans des milliers d'endroits, jardins, parcs ou encore réserves. Exemple à Limay dans les Yvelines avec Dominique Dumas et Loïc Lemoigne. La vie en vert. Des champs fleuris d'orchidées sauvages, des bois et des zones humides. Pour une balade sur la réserve de Limay, ces randonneurs explorent 72 hectares. Première étape, connaître la composition du terrain. Qu'est-ce qu'il y a dans le flacon? De l'argile, non? Oui, c'est de l'argile. Autre étape, sur les conseils d'Angélique, la responsable, la découverte des batraciens dans de nombreuses mares. Une prise de conscience également pour les visiteurs. C'est extrêmement fragile la nature et surtout c'est plein de petits processus qu'un rien peut perturber, voire peut détruire. Donc on a une responsabilité, nous les humains, là-dessus, ça c'est clair. Moi, ce qui m'étonne, c'est toute la variété, aussi bien au niveau des amphibiens, de ce qu'on peut trouver ici, que les libellules et tout. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés. Cette réserve était pourtant une carrière de calcaire exploitée dès 1928. Elle est rendue à la nature en 1973. Depuis, 1 millier d'espèces végétales et animales ont repeuplé le site. Et même un oiseau très rare en Île-de-France s'y est réinstallé, le dicnème criard. 5 couples ont déjà choisi d'y nicher. C'est une ancienne carrière. Il y a eu des mesures de restauration écologique. Comme le site est encore jeune, en fait, la biodiversité remarquable du site s'accroît d'année en année. Il n'y a donc pas de situation irréversible. Limay en est un exemple. Cette réserve naturelle de Limay, elle accueille des espèces extrêmement rares sur le territoire francilien. Donc c'est bien un exemple qu'un site réhabilité peut accueillir une diversité d'espèces qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Il existe en France 346 réserves comme celle de Limay, où la nature a repris ses droits et que l'on peut contempler.
Allez, on en arrive à l'actualité sportive. Roland-Garros 2018, c'est parti. Le Parisien Gaël Monfils est sorti tant bien que mal de son premier tour face au jeune Français Elliott Benchetrit en 4-7, 3-6, 6-1, 6-2, 6-1 sur le cours Suzanne Lenglen. Et puis il passe sa vie à croquer les événements sportifs. Joël Blanc, peintre parisien, ne manque pas cette nouvelle édition de Roland-Garros. Sur le bord des cours, rien ne lui échappe. Vous allez le voir avec Jean-Philippe Lemaire et Johan Dorion. Dans ce restaurant situé porte d'Auteuil, les clients ont un avant-goût de Roland-Garros avec cette exposition d'aquarelles signée Joël Blanc. Depuis une trentaine d'années, l'artiste peint des instants de différentes compétitions sportives, en l'occurrence ici, le tennis. J'ai voyagé à travers le monde entier et j'ai acquis cette technique de peindre les gens, la vie. Et il n'y a pas plus belle métaphore que la vie, que le sport. Joël peint au plus près de l'événement. Direction Roland-Garros, son matériel en bandoulière. Arrivé dans les gradins, l'œil du peintre fait son œuvre. Mais mon pinceau travaille en même temps avec la force de la raquette du joueur, qui déploie une énergie. Et c'est cette magie qui se transmet au public aussi. Là, c'est très délicat parce qu'ils se ressemblent vraiment tous les deux. Ils ont un peu la même corpulence, la même allure, ils sont tous les deux en blanc, ce qui est pour moi difficile parce que je ne peins pas le blanc, donc je suis obligé de peindre ce qu'il y a autour pour le dessiner. J'ai vu que les revers à deux mains étaient de mise, donc c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. C'est le moment de la signature, l'occasion d'un échange avec des spectateurs qui ont suivi la réalisation de la toile. La vitesse que ça s'est créé, c'est impressionnant. On sent une passion, on sent de l'amour et on a envie de se jeter dans son dessin et on se sent présent dessus. C'est magnifique votre œuvre. J'ai l'impression d'inscrire quelque chose, parce qu'après tout, il n'y a pas non plus que la photographie, que la télévision, que l'image qui bouge. On peut aussi, c'est un autre regard, c'est autre chose. Il faut que l'art reste dans le sport. D'autres regards, Joël Blanc va donc en poser tout au long du tournoi de Roland-Garros. Par la peinture, il va figer les actions éphémères. Et puis en handball, le Paris Saint-Germain a pris la 3e place de la Ligue des Champions en battant 29-28 à Cologne-Skopje. Le tenant du titre, les Parisiens, avaient subi une énorme désillusion en s'inclinant hier face à Nantes. C'est une exposition insolite qui a lieu en ce moment à la Comédie Française. Vive les comédiens, ce sont 200 dessins, un hommage au regretté Cabu, mort dans la tuerie de Charlie Hebdo. Ces dessins sont exposés sur les murs de la maison de Molière, un parcours inattendu d'un amoureux du théâtre. Les images sont de Nedim Lonkarevitch. La Comédie Française offre ses murs à l'irrévérence. Cabu a passé ici des années à user ses fonds de culotte sur les fauteuils rouges du théâtre. Cette maison solennelle ne l'intimidait pas. L'insolence est bien présente. Le patron Molière, dans ses pièces, en est d'abord la preuve. Ce bâtiment est impressionnant, donc c'est toujours bien de faire des pieds de neige. J'aimais beaucoup le côté sale gosse de Cabu en disant « tu es chez toi » et vraiment il était chez lui ici. C'était un grand spectateur de la Comédie Française. Je ne savais pas à quel point c'était un immense spectateur de théâtre en règle générale, parce que quand j'ai pu plonger dans les cartons à dessin que m'a amené Véronique Brachet, sa compagne, j'ai vu cette espèce de tonneau des Danaïdes du dessin, où cette position d'observateur génial raconte quelque chose de notre métier extraordinaire. Ce qui est fou quand on observe tout et qu'on se balade partout, c'est ça qui est assez magnifique, c'est que c'est un vrai amoureux. C'est pas quelqu'un qui aime une partie de ce métier. Il aime les défauts de ce métier. Cabu, le sourire toujours en coin, l'œil aux aguets, observait ces étranges animaux que sont les comédiens. Il montre dans ses dessins plus qu'il ne dénonce. Le trait est dur, il est acide, il est acerbe, mais ça révèle un truc qui est vraiment constitutif. Et on sent que lui, il aime les deux. Voilà, comme quelqu'un qui serait tellement amoureux d'une femme qu'il aimerait tout de cette femme-là. Œil engagé, le statut d'intermittent de l'acteur fut aussi pour lui un combat, plus qu'un long discours. Regardez, tout est dit. On va en mettre partout, jusque dans les toilettes, partout. Cabu allait partout, il se promenait, parce qu'il croquait tous les coins de ce théâtre. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien.
Voilà, et justement, ce fauteuil que vous venez de voir dans ce reportage, c'est le fauteuil de Molière, une relique. Et Molière, aujourd'hui, se conjugue au pluriel, car c'est demain qu'aura lieu la 30e nuit des Molières à la salle Pleyel. C'est une cérémonie qui est diffusée en léger différé à 22h50 sur France 2. Et l'invité de ce 19-20, comme chaque année, est le président des Molières, Jean-Marc Dumontet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, c'est un spectacle que cette cérémonie des Molières, un spectacle dans la salle pour ceux qui auront la chance d'y être, mais également pour les téléspectateurs qui sont devant leur écran. Une soirée qui est présentée par Zabou Bretman. C'est Zabou Bretman cette année qui a relevé le défi, parce que c'est pas simple d'incarner cette cérémonie. Moi, je suis très reconnaissant. Il y a eu Bedos, il y a eu Lutz. Donc place aux femmes cette année. Place aux femmes, mais je suis très reconnaissant à chaque fois parce que c'est un vrai risque. C'est devant la profession. On sait que les professions ont parfois la dent dure. Donc je suis très reconnaissant qu'ils reprennent ce flambeau, qu'ils aillent incarner cette nuit des Molières, cette fête des Molières. Parce qu'au fond, les Molières, c'est une fête pour célébrer à partir de cas particuliers l'universel du théâtre. Voilà, c'est la fête du théâtre. 46 spectacles sont en lice dans des catégories extrêmement différentes. Ça va du théâtre public au théâtre privé, mais également toutes les professions sont représentées. Oui, parce qu'il y a le spectacle musical, il y a le seul en scène, il y a le one man, il y a 19 prix qui seront remis demain. Effectivement, 46 spectacles au total qui sont en lice pour essayer de recueillir un Molière. Alors on le sait, Jean-Marc Dumontet, Paris est la capitale européenne des théâtres. Il y a beaucoup de spectacles tous les soirs dans le théâtre privé ou le théâtre public. Comment se fait le vote? Comment se fait le choix pour arriver au résultat qu'on va voir demain? Alors déjà, on a beaucoup de chance parce que cette cérémonie aujourd'hui rassemble véritablement et le théâtre public et le théâtre privé sans le moindre souci, sans la moindre polémique, ce qui n'est jamais gagné. Donc quand c'est acquis, il faut le dire, il faut savourer les bonnes nouvelles. Il y a un jury électoral, enfin un corps électoral de 2000 votants qui ont voté à plus de 75% pour ce deuxième tour. Donc il y a une participation très très élevée. Je crois que la République française aimerait avoir ce taux de participation. Nous on l'a au Molière. Donc ça veut dire que tout le monde vote et a envie de participer. Il faut que les pièces, pour être éligibles au premier tour, aient été représentées 30 fois dans le théâtre public ou 60 fois dans le théâtre privé, parce que l'exploitation dans le théâtre privé est plus long. Et il y a eu 280 pièces qui pouvaient concourir avant au premier tour. Demain soir à 22h50, ce sera la fête du théâtre qui allie la télévision et le théâtre. Les deux, je vous pose souvent la question, mais c'est vrai que souvent on les oppose. C'est pas le même rythme, le théâtre. Est-ce que c'est finalement un mariage entre ces deux médias? Demain, c'est une émission de télévision, il faut être clair. Et c'est une émission de télévision particulière dans la mesure où on va remettre des prix. Donc il y a cette contrainte. Mais comme c'est présenté par Zabou Bretman, qu'elle vit intensément le théâtre par toutes les pores de sa peau, c'est une enfant de la balle, c'est quelqu'un qui voyage aussi bien dans le privé que dans le public, il y aura aussi sa couleur. Et puis il y aura des surprises théâtrales, parce que ce sera une soirée qui sera vraiment sous le signe du théâtre, même si c'est une émission de télé. Donc je crois que par rapport à cette grande question télé ou théâtre, il faut savoir faire de bons mariages. Et ce suspense, on le vivra en léger différé sur France 2 à partir de 22h50. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Marc Dumontet, président des Molières, d'avoir été l'invité de ce 19-20. On se quitte avec une ville qui renouait aujourd'hui avec son passé du Moyen-Âge. Pontoise, dans le Val d'Oise, attendait des milliers de visiteurs pour cette édition de Oise, médiévale Oise, une journée où les ruelles pavées vous ont proposé un voyage dans le temps que nous faisons maintenant avec Fernando Malverde et Frédéric Askenazi. Ville royale à l'époque de Saint-Louis, Pontoise renoue avec son glorieux passé avec sa fête du Moyen-Âge. La 17e édition du Médiéval d'Oise a battu son plein avec près de 10 000 visiteurs sous un soleil d'été. C'est une ville médiévale avec un passé très riche, une histoire ancienne et on a souhaité à l'époque mettre ça en place. Et effectivement, c'est un des grands moments de l'année. Position de tir. Et au pouce, je déclic sur la queue de détente. Atelier ludique avec les enfants, campement qui restitue la manière de vivre, bijoutier, joute de combattants. Il y en a pour tous les goûts et le public adore. J'aime bien ce festival, j'y vais chaque année parce qu'on voit un petit peu comme est le Moyen-Âge alors qu'on n'a pas d'autre occasion de voir ça habituellement. Surtout les accoutrements des gens. T'es déguisé en quoi là? Un chevalier, c'est des gens en fait qui vivent dans un château avec une épée qui défendent le château et qui partent conquérir d'autres châteaux.
Divers spectacles et scénettes ont animé la journée avec de la commedia dell'arte ou des jeux d'escrime. Les touristes et les pèlerins du jour pouvaient même goûter aux massages médiévaux pour affronter la fatigue. Nous leur nettoyons les pieds délicatement pour enlever les petits vers, les petits champignons, toutes ces choses-là qui sont indésirables. Le temps d'une journée, la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise a retrouvé une véritable ambiance de fête médiévale. Princesses et chevaliers sont déjà invités pour l'an prochain. Tout de suite, la deuxième partie du 19-20. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.